invité Steve Rossi. Donc, je ne vais pas faire l'intro. Donc, vous pourrez m'entendre parler ce soir de ces séances à voir avec l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce qui concerne la recherche, les essais cliniques et certains exemples de comment on a pu recevoir des fonds pour pouvoir faire de la recherche. Oui, ça marche. Ben, je vais commencer en disant, on regarde cette communauté et tout le monde a parlé du pouvoir d'être unis et les voix individuelles et tous ces voix ensemble. Donc, ça fait 2 ans que je fais partie du CSP. Et donc, je suis allée à beaucoup d'événements, mais tout le monde m'amène beaucoup plus de pouvoir par rapport à ce que je fais d'une manière journalière. Et je me demande comment est-ce que je peux faire en sorte que j'analyse vos voix, je prenne vos voix et que je vous donne une voix individuelle et une voix communautaire. Par rapport au CSP, aux partenaires CSP, vous avez entendu parler du soutien, de l'appui, de la collaboration et beaucoup d'efforts en ce qui concerne les recherches. Sonia vous en a parlé. Et nous faisons aussi quelque chose de très unique en tant qu'organisation. Et c'est pour ça que je me suis joint à ça. Et je vous l'avais aussi beaucoup soutenu par rapport à vos dons. Beaucoup de ce qu'on fait, c'est très important. Et on fait beaucoup de différences, beaucoup de changements par rapport à où on ira dans le futur. Donc, oui, un concept qu'on entend de partout. Je pense que ça devient vraiment un mot populaire. Et il s'agit de la recherche centrée sur les patients. Donc, c'est un paradigme. Donc, Gideon en a parlé. Donc, au lieu que le scientiste pense comment faire ça, on se demande comment est-ce qu'on peut mieux aider les patients. Ça a beaucoup de pouvoir. Comment est-ce qu'on peut prioriser ce qu'il faut faire? Donc, comme vous avez entendu parler, les ressources sont assez complexes. Donc, ça signifie quoi pour les patients? Donc, on peut agir de différentes manières. Il y a plusieurs stratégies en ce qui concerne le registre, etc. Donc, les autres aspects consistent les chercheurs, etc. Bon, en fait, il faut aligner tout ça et qu'on priorise ce qui est vraiment très important, ce qui concerne vraiment le soutien de ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas un nouvel concept. Comme je vous l'ai dit, c'est un paradigme qui change constamment. Donc, ça prendra du temps pour que ça fasse en sorte que le patient ne fournisse pas uniquement de l'information pour que cette personne devienne vraiment le consultant à cet égard. Donc, il faut que cette personne devienne un participant par rapport aux essais cliniques. Donc, fournir de l'information. Et, et maintenant, on fait en sorte que l'information, la recherche soit menée par les patients par rapport aux fournisseurs de services, etc. Nous avons plusieurs projets en tant que CSP, partenaire CSP, et je pense que beaucoup d'entre vous deviendront des partenaires. Donc, je sais que certains d'entre vous qui ont fait partie de l'épidémie HIV, donc ce sont les patients qui se sont présentés au gouvernement et aux autres, et c'était nécessaire. Votre voix peut faire une différence. Je pense que c'est nécessaire, c'est important. Je pense que cette organisation est importante pour cette raison. Donc, par rapport à la pandémie, donc les voix des patients par rapport aux soins en ce qui concerne le cancer du sein. Donc, l'organisation des patients a vraiment mené le développement de certaines drogues, de certains médicaments, etc. Donc, plus récemment, par rapport à la pandémie, certaines des meilleures publications nous sont parvenues par voie
des patients. Donc, c'est vrai, c'est ce que on est en train d'expériencer, de vivre. Donc, par rapport à la prochaine étape des recherches, ça a beaucoup aidé. Donc, les partenaires CSP ne sont pas étrangers par rapport aux activités de recherche. Donc, vos dons, etc., et votre participation a beaucoup mené. Donc, au Canada, il y a eu une participation dans notre programme de bourse de recherche. Donc, on a reçu 111 bourses de recherche CSP au niveau international et nous avons donné 6 millions de dollars. Donc, c'est une bourse clé fondée, non, donc financée par le gouvernement du Canada. Donc, combien d'entre vous étaient à la conférence à Las Vegas? Ouais, c'était assez puissant, c'était assez impressionnant. Donc, c'est super par rapport à l'éducation, la formation, donc, par rapport au topic général, au sujet général. Nous avons pu les sponsoriser durant les dernières années. C'est très important par rapport à ça. Donc, nous faisons une collaboration par rapport aux partenaires CSP. C'est aussi, on a fait beaucoup par rapport à l'industrie biotech. Qu'est-ce qu'un patient voudrait faire par rapport à une étude? Par rapport au patient, ben oui, il faut obtenir ce point ces données, etc. Et la plupart du temps, les patients disent, ben non, on ne peut pas le faire, ça. Donc, ça a été vraiment de l'information essentielle. Donc, par rapport aux études CSP, les faire enregistrer, ça a été très difficile parce que les critères sont très difficiles par rapport aux essais. Et nous sommes en train d'essayer de l'améliorer, mais c'est difficile, c'est un processus assez lent. Donc, si on peut recruter des patients et se sentent plus à l'aise par rapport à ces études, ça sera plus facile d'obtenir des médicaments qui seront efficaces. Nous avons aussi le registre des patients. Je vais en parler brièvement. Il y a aussi des autres endroits où on participe, on représente le voix des patients. Donc, d'une manière plus importante, ben, nous avons développé le temps de du CSP. C'est assez difficile parce que c'était inclus avec des autres maladies par rapport aux cholangites, etc. Donc, on ne pouvait pas bien comprendre où on était les patients, les ressources utilisées. Et donc, ça nous permet de mieux regarder tout ça par rapport au système de santé. Par rapport aux initiatives, nous avons une carte bien organisée. Donc, je vais souligner ça. Donc, il s'agissait de 3 points principaux. Donc, vous avez entendu parler de notre chaîne Zuckerberg. Donc, ça nous a permis de bâtir des programmes d'éducation de recherche et de nous focaliser sur l'éducation. Comment est-ce qu'on peut apporter cette éducation à ceux qui en ont besoin? Donc, c'était aussi un développement. La deuxième chose, c'était le développement des médicaments par rapport aux patients, focalisé sur les patients. Donc, on a fait un sondage et le voix du patient a été présenté devant la ADF. Je pense que beaucoup d'entre vous savent que notre vie est impactée. Les symptômes cliniques sont quelque chose, sont quelque chose qui nous affecte. Donc, pour qu'on puisse améliorer notre qualité de vie. Donc, quelles sont les barrières qui nous préviennent? Donc, c'est très important aussi par rapport aux nos recherches. Nous faisons beaucoup à cet égard en ce moment, et savoir avec cette industrie. Donc, après ça, la prochaine étape est née. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les chercheurs et les patients travaillent ensemble pour que les initiatives soient présentées d'une manière efficace? Donc, il s'agit des initiatives de formation, etc., pour qu'on puisse marcher vers l'avenir. Ce qu'on a voulu faire avec toute cette information, donc on en a parlé auparavant, c'est quoi qui est important pour vous? C'était un processus, c'était assez méthodique.
Il s'agissait vraiment de prendre nos voix et de le faire, de le compléter d'une manière assez efficace et comment est-ce que ça pourrait faire une différence pour vous. Donc, par rapport au groupe, et nous avons formé des groupes et nous avons priorisé certaines choses. Donc, nous avons essayé de les catégoriser aussi. Quel genre de recherche au sein de ces groupes de réflexion. Donc, pour qu'on puisse examiner des grands aspects, idées, pour qu'on puisse examiner les patients par rapport à ce qui est important. On a fait on a formé des groupes de réflexion additionnels et pour qu'on puisse vraiment faire en sorte que tout le monde soit là et travaille ensemble. Nous avons travaillé avec les chercheurs aussi. Nous avons nous avons comparé les deux choses et c'était intéressant. Il y avait des alignements positifs et aussi des alignements par rapport aux patients, ce qu'ils pensaient qui était une priorité par rapport aux médecins aussi. Aussi, ben, je pense que c'est pas inattendu. Donc, des fois, ce que vous voyez comme étant une priorité est évalué et l'autre personne ne le voit pas toujours de la même façon. Donc, l'importance de la communication des deux personnes ben, est très important. Donc, après qu'on a identifié ce qui était une priorité, donc nous avons pu obtenir ou définir trois aspects dont vous en avez certainement entendu parler pour qu'on puisse trouver une cure. Donc, il s'agit vraiment, premièrement, de comprendre les mécanismes. C'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière la maladie? Donc, vous en avez entendu certainement parler par rapport aux étapes. Certaines étapes pourraient faire une grande différence par rapport à comment la maladie, comment ça progresse. C'est quoi? Quels sont les aspects clés? Donc, donc, vous en avez aussi beaucoup entendu parler. Donc, le symptôme du côlon irritable, comment est-ce que ça a à voir avec le progrès de la maladie? Est-ce qu'une chose pourrait aider peut-être l'autre? Donc, une meilleure compréhension de tout ça aussi. Donc, beaucoup de patients ont ça, ont le symptôme du côlon irritable et le CSP en même temps. Donc, on espère peut-être aller d'une manière plus vite, plus rapide par rapport à ce qui est en train d'être fait. Donc, il s'agit de trouver des nouvelles, de recycler des médicaments, de réévaluer certains médicaments. Donc, ça pourrait prendre 8 à 10 ans pour qu'on puisse découvrir un médicament et jusqu'à ce que ça soit approbé. Donc, trouver des méthodes plus rapides, plus, plus sûres aussi, mieux collaborer aussi. Donc, les partenaires CSP, donc, ils ont abordé cela de plusieurs façons. Des fois, on soutient, des fois, dans certains cas, lorsqu'on a vu que quelque chose, on ne faisait pas les choses d'une certaine manière, on s'est dit, bah, on va trouver des fonds pour ça et on va exécuter cela. Donc, une fois que, lorsque donc, lorsque vous faisiez des dons. Ben, il y a beaucoup qui est en train d'être accompli. Donc, il y a 5 endroits sur lesquels on s'est focalisé. Donc, le premier, ce sont les bourses de recherche. Certaines des personnes dans cette chambre, dans cette salle ont reçu ces bourses de recherche. Donc, c'est une bonne, donc, c'est un bon point de départ. Deuxièmement, donc, nous avons obtenu de l'information de la part des patients et nous avons essayé de le diffuser dans la communauté. Donc, c'est un outil assez efficace. Je vais vous faire voir dans une minute. Et c'est beaucoup soutenu par rapport aux efforts canadiens, spécialement Mary. Donc, il s'agit de travailler avec les donneurs dans la communauté. Donc, il s'agit d'un programme unique.
on en parlera avec plus de détails par rapport aux essais. Le placebo, peut-être on n'aura pas besoin pour les essais cliniques dans le futur. Donc, mieux comprendre les symptômes. Il y a une évaluation des symptômes, un projet à cet égard, on va en parler aussi. Donc, il y a aussi un réseau de recherche internationale, de collaboration. Donc, nous asseyons avec les patients et nous disons, bah oui, nous avons ces endroits de recherche, qu'est-ce qu'il faut faire pour mener des projets? Donc, par rapport au registre, donc c'est un bout d'informations très efficaces pour pouvoir exprimer votre opinion. Je vous encourage d'y participer par rapport au programme de recherche. Donc, bien sûr que les voix sont réunies et ça affecte beaucoup les personnes. Donc, il s'agit d'un registre global. Donc, c'est anonyme. Nous ne savons pas ne savons pas vos coordonnées personnelles. Donc, vous pourrez voir beaucoup de choses par rapport à votre diagnose. Donc, nous avons une équipe très forte par rapport à cela pour que cette information soit précise. Il y a aussi d'autres informations qui est accessible sur le registre. Je vous encourage de le consulter par rapport aux essais cliniques. Si vous voulez apprendre plus sur les essais cliniques. Donc, si vous êtes nouveau, c'est une ressource magnifique par rapport au site web de CSP partenaire CSP. Donc, on peut aussi obtenir des publications en consultant ces arènes. Donc, par rapport à cela, par rapport aux maladies de la foie, bien diffuser, mieux comprendre la voix des patients, comment ça peut générer de l'information magnifique pour qu'on puisse améliorer et progresser, a beaucoup à voir avec cela. Donc, il y a aussi des lacunes, il faut aussi, bien sûr, les identifier et on n'en parlait pas il y a 5-6 ans par rapport à la communauté clinique, à l'industrie et la communauté des patients. Ils n'étaient pas sûrs par rapport à ce qu'ils devaient faire. Donc, l'ADF ne savait pas quoi faire non plus. Donc, ça s'est réuni après et fallait bien sûr adresser ces lacunes clés. Donc, nous n'avions pas vraiment des thérapies approuvées par l'ADF. Comment est-ce qu'on peut faire? L'ADF ne sait même pas comment faire pour qu'ils puissent accepter des médicaments, des nouveaux médicaments. Des choses clés. Donc, actuellement, les médicaments sont rentrés dans le système. Au début, on fait une étude et puis ils veulent qu'il y ait un essai à long terme qui a un placebo. Mais bien sûr que l'ADF le voulait, mais il y avait des défis par rapport à l'enregistrement. Donc, nous avons abordé cela. Je pense que je travaille en tant que volontaire. Il y avait beaucoup de bénéficiaires, beaucoup de donneurs qui se sont dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact? Et l'étude WIN s'est présentée. Il y avait des objectifs clés. Donc, il s'agit vraiment d'obtenir des données, donc toute votre information en ce qui concerne le système de soins. Donc, vous vous enregistrez dans cela. Toute votre information est rentrée et le but, c'est vraiment que vous devenez partie d'un placebo. Donc, vous obtenez vos soins, vous obtenez votre soin journalier. Et comme ça, les patients qui font partie de ces essais cliniques potentiellement pourront accéder à ces médicaments et seront comparés à vos données. Et ça pourra peut-être accélérer la manière dans laquelle les médicaments sont
approbé parce que les patients ont plus d'envie de le faire. S'ils savent qu'ils obtiendront un médicament actif. Donc, si vous faites partie d'un essai clinique, vous voulez savoir que vous obtiendrez des nouveaux médicaments. Donc, il y a aussi des autres points secondaires très importants. Donc, nous avons développé cela dans les marqueurs bio, donc des tests sanguins, vos IMR. Donc, il s'agit aussi de la cholangite. Donc, certaines choses cliniques, d'aspect clinique qui vous affecteront. Donc, ça nous aidera à dire, ben, s'il y a un changement dans cette marqueur bio, ça changera dans l'avenir, ou si ça s'améliore, ça veut dire que les médicaments marchent bien. Donc, nous voulons identifier les marqueurs, ces biomarqueurs pour accélérer l'approbation de certains médicaments. Le dernier, ben, c'est l'accès aux données. Vous avez entendu certainement parler des données par rapport aux patients. Il y a beaucoup de maladies qui ont beaucoup de symptômes par rapport aux résultats en ce qui concerne les patients. Donc, par rapport au CSP, nous avons des données, nous avons des sondages, nous aurons des sondages, des outils, et vous pourrez partager certaines choses par rapport à vos symptômes. Donc, pour que vous puissiez soutenir la communauté, etc. Et ça vous aidera à développer des meilleurs outils pour vous aider en ce qui concerne vos symptômes dans l'avenir. Le docteur Hirschfield a beaucoup aidé à cet égard. Donc, c'est une prospective d'observation globale. Il s'agit, c'est vraiment très important. Donc, si vous voulez contribuer, allez-y, faites-le. Et donc ça va faire partie de quelque chose qui est très important d'un point de vue des renseignements qui sont disponibles. On pense à quelque chose que des données qui viennent de 3000 patients au sujet de la maladie. C'est une réunion qui a lieu une fois par an. On a tous ces renseignements qui sont rassemblés. Et après quoi, il y a aussi les points de contact avec les coordinateurs pour venir regarder ce qui se passe. Regardez à tout ce qui se passe aussi dans le laboratoire. Toutes les données venant du laboratoire seront aussi incorporées. C'est ce qu'on appelle incorporer toutes les données, y compris celles des événements de sécurité, de façon telle que maintenant on peut s'assurer que tout est bien fait et de la bonne façon. C'est beaucoup de renseignements, en fait, car il faut regarder à comment les choses se passent. C'est pas seulement une chose. On a vraiment besoin que de regarder pour trouver s'il y a des lacunes quelque part pour qu'on puisse les combler. Regardez aussi tout ce qui touche maintenant le background en termes de renseignement. Quand on a maintenant des patients, que se passe-t-il quand ils arrivent? Parce que finalement, ils ont reçu le diagnostic que oui, malheureusement, ils sont frappés par la maladie. Il faut comprendre le tout. Regardons maintenant à l'évaluation des symptômes. Et vous pensez, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas là, vous êtes ailleurs. Ces problèmes sont vraiment là et me préoccupent beaucoup même. Et les médecins ne savent pas exactement comment quantifier le tout. Et puis ils te regardent. Ils disent, mais les tests vont bien, donc tu ne pas être fatigué, ainsi de suite. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on standardise le tout pour comprendre les, tout, le, tout, ce, tout ce cadre clinique qui entoure. Il faut donc comprendre avec qui on collabore. Avec le docteur Reeve en Caroline du Nord, et grâce au docteur, on essaie que d'établir
un outil normalisé qui nous permet que de mieux évaluer les symptômes, mais aussi qui va nous permettre d'être utilisé lors de ces cliniques. C'est donc quelque chose qui est différent. Quand on regarde, il n'y a rien pour les fatigues. Et autrement, on n'arrive pas à standardiser tout cela quand on regarde aux nouveaux composés médicaux. C'est pour ça qu'il faut comprendre votre expérience alors que vous vivez avec le CSP, pardon. Il y a beaucoup d'instruments sur lesquels on peut faire confiance. Vous savez, et il y a pas mal de patients qui doivent être mesurés. On essaie de mesurer ce qui se passe chez eux pour comprendre ce qui se passe. Il faut aussi comprendre comment les patients marchent. Quand on regarde si oui ou non ils s'améliorent ou pas. C'est pour ça, si on ne peut pas les mesurer, il faut obtenir l'approbation pour le médicament. Mais si maintenant on regarde seulement à améliorer les symptômes, c'est pas quelque chose vraiment qu'on peut mesurer. C'est ça qu'on veut. Il faudrait passer par les états ici. Il y a 5 façons que de regarder à ces choses. Bon, je suis presque. On vient de me dire que j'ai pas plus le temps, mais je suis presque. Il y a vraiment 5 étapes qui commencent avec les entretiens qui sont très amples. On développe, comme ce qui était dit, le fait qu'on puisse se standardiser. Après quoi, la voix du patient revient. C'est une très bonne façon que de pouvoir contribuer. Il y a d'ailleurs eu toute une étude qui a été faite. Donc, c'est pas qu'on doit aller en Caroline du Nord. Il faut pas qu'on ait ce docteur là-bas. Non. On va maintenant avoir des entretiens qui ont été structurés de la bonne façon. Mais si vous voulez maintenant trouver comment on peut s'assurer de ce qui se passe avec vos symptômes, ça, c'est vraiment fantastique parce que ça permet que d'avoir quelque chose en main pour qu'on puisse comparer. Peut-être incorporer dans l'étude et mesurer le tout. Ça, ce sont des étapes le long du parcours. Je pense que ça vous donner une idée de quelle est la toute première démarche par laquelle il faut passer. Comprendre les voies, le soutien, les donateurs, comment on contribue, si on veut contribuer, comprendre comment on fait du progrès, comment on fait partie de la recherche. C'est aussi quelque chose d'unique, une opportunité unique, car le monde pharmaceutique doit voir ce qu'il se passe, quels sont les partenaires potentiels qui peuvent aider pour faire du progrès. Alors moi, je suis vraiment très content de Marion et de son groupe. Vous savez, ça, c'est quelque chose de phénoménal, vous savez. Je ne serais pas ici si elle n'était pas là, vous savez, qui a permis au projet que de pouvoir aller de l'avant. Et vous allez entendre des études cliniques. Nous sommes maintenant à une boire où il y a une fourche. Il faut décider de quel côté prendre cette fourche pour continuer. Bifurcation. Il faut donc compter sur l'espoir. On pense qu'on en a. Il n'a jamais d'ailleurs été aussi puissant que maintenant. Merci beaucoup, docteur Rossi, pour ces très gentils mots. On est très heureux que de t'avoir ici, que de t'avoir dans notre projet avec toute ton expérience. Et maintenant, quand on regarde au docteur Hirschfield maintenant je veux demander de revenir ici pour vous parler une nouvelle fois. On va vous parler des essais cliniques, des études cliniques.
Je n'ai pas en train de toucher quelque chose. Bon. Bien, bien. Merci pour cette présentation. On m'a demandé que de regarder aussi clinique. Je vais vous donner mon idée d'où on en est. Je vais vous donner des exemples des études qui ont été faites pour le CSP et aussi faire des commentaires sur les opportunités et autres qui se sont présentées. Quand on regarde aux patients, ils n'ont pas, ils ont besoin de faire partie des essais cliniques. S'il y a des essais, ils veulent en faire partie. Donc, je voudrais maintenant prévenir que les patients puissent maintenant être bien gérés en termes de symptômes. Je suis en train de regarder au diapo ici. Il y a ici la colite. Je ne veux pas maintenant avoir des flambées de problèmes, ni que vous développez de cancer. Et si je regarde à toutes ces questions compliquées, donc on veut ce qu'on veut prévenir, mais maintenant, il faut développer des médicaments, et ça prend du temps. On doit donc avoir une idée bien avant qu'on ne fasse l'essai clinique, pour comprendre quels sont les composés qu'on veut utiliser. Comme vous l'avez entendu, la thérapie est reliée aux composés. Donc, on doit travailler sur la question qu'on connaît. Et on sait que la participation est clé. Pourquoi moi? Pas à cause mais pourquoi moi plutôt que mes enfants? Pourquoi un homme plutôt qu'une femme? Ainsi de suite. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a aussi des risques de colite? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi des risques de cancer? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile à traiter? Vous savez, quelles sont les personnes qui doivent être incluses dans les essais cliniques? On ne peut pas mettre tout le monde. On inclut ce qu'on appelle les patients qui ont fourni des renseignements. Car je peux avoir quelqu'un qui, après un mois, va décéder. Donc ça ne sert à rien. Ça ne va pas nous permettre de développer une thérapie. Donc, on doit aussi regarder au point final de l'essai clinique. Vous savez, si on a maintenant quelque chose qu'on veut faire maintenant pour avoir un résultat dans 30 ans, ça aussi, ça sert à rien. Il faut maintenant penser d'une façon pragmatique. Pour le faire, il faut regarder aux études. Il y a aussi des patients qui pensent, qui sont maintenant frustrés parce qu'on ne va pas les inclure, on les exclut. Mais il y a une raison pour laquelle on inclut certaines personnes, on exclut d'autres. Nous, on l'a fait plusieurs fois. Les gens ont essayé plusieurs. Et voici d'ailleurs un tableau qu'on a établi en fonction des études. On a de tout. On a fait pour essayer des stéroïdes. On a étudié les médicaments qu'on utilise pour le colite. Et on peut aussi regarder ce qui se passe avec les biopsies. Mais maintenant, il y a un thème qui est partagé, c'est-à-dire corps de certains essais. Il y a en fait peu de patients qu'on peut inclure dans nos études. Et donc, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on espère qu'en travaillant ensemble, on peut avoir davantage de patients et donc d'avoir des résultats plus solides. Et en outre, il y a aussi des autres études. Vous savez, il y a 8-9 études. Et même là, les patients ne sont pas nombreux. Quand on regarde, vous les voyez ici, entre 6 et 150. Ça pose un défi. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire que on devrait maintenant vous encourager à regarder aux études cliniques, car quand on fait une étude, on veut regarder à l'efficacité et à la sécurité. D'ailleurs,
La sécurité vient avant l'efficacité. Tout le monde nous dit qu'on devrait faire quelque chose qui va plus vite, qu'il y a quelque chose qui crève les yeux. Il faut être les tout premiers à adopter la technologie. On n'a pas besoin de faire cette étude. Vous pouvez sauter par-dessus. Toutefois, vous savez, Lidl a dit, il faut regarder maintenant au dosage. Aux gens qui maintenant avaient la constipation, on ne va pas maintenant jeter l'éponge de ce côté. On pensait, on veut en avoir davantage. Et donc, il a fait une étude solide de ce qu'on appelle, où la dose était très poussée. Quelqu'un doit recevoir le dosage. Car ici, dans cette clinique, la personne risque que d'avoir une maladie plus aiguë et donc pas d'être en meilleur état. Ça, c'est quelque chose dont on se rend compte plus tard. Mais on a besoin de la placebo. Mais nous, on s'est dit, cette question d'état rare n'était pas une bonne idée quand on regarde la CSP. C'est comme ça qu'on apprend en médecine. Et ça a un impact dans le monde clinique. Mais on doit toujours regarder aux données. On regarde ce qui se passe au laboratoire, in vitro, un peu partout au monde. Bien sûr. Vous avez par exemple des souris, ils n'ont pas le même système que le nôtre. Ça peut nous aider. On pense donc à quelque chose qui va regarder ailleurs la bile dans le transport. On demande aussi, non pas à une étude canadienne, mais quelque chose qui a lieu dans les États-Unis, en Europe et en Israël, où on utilise un chémokine qui est un producteur, qui est produite quand la cellule est maintenant malade. On se retrouve avec des produits chimiques qui disent « Je suis malade, viens m'attraper pour pouvoir me guérir ». C'est ça que la cellule bue au corps. Mais maintenant, si on peut produire les mêmes cellules dans nos corps, dans le corps des patients avec CSC, peut-être ça aussi, ça peut aider. Et il y a aussi le problème de la occurrence. Mais peut-être on peut injecter ces cellules de façon telle qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant qui peut marcher. Mais maintenant, qui peut être ou doit être inclus dans les études? On doit maintenant nous assurer qu'on choisit les bonnes personnes. Car si maintenant on regarde à l'étude ou, par exemple, à une démangeaison, on sait que la fin de l'étude est quand il n'y a plus de démangeaison. Pareil, quand on regarde à l'idée que on doit regarder à l'état latent où on est, là on peut penser à ce qui se passe dans le foie. Il faut regarder enfin au moment quand on peut mesurer le tout. Et ce qu'on a fait, et j'espère que c'est dans ma longue liste où on va identifier quels sont les patients dont on a besoin. Vous savez, si vous avez déjà quelque chose qui se passe maintenant, très probablement, vous allez avoir quelque chose d'autre qui va revenir dans 10 ans. La probabilité est très, très élevée. C'est important de le savoir, car quand on en parle aux parraineurs, on essaie que de travailler avec eux pour inclure. Par exemple, il faut peut-être avoir les gens qui ont certains taux de phosphate alcaline. On essaie que de... Il faut donc inclure les gens avant que l'événement n'ait lieu. On fait de notre mieux pour regarder quel est le ersatz meilleur à utiliser, ce qui va nous permettre de mieux prédire. Vous savez, car vous imaginez que en 20 ans, j'espère que ça ne va pas être le cas, mais il faut mesurer quelque chose maintenant.
à dire que tu sais, plus tard, il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. On a parlé, le rôle des biopsies de la bile. Désolé, désolé. Bien. Pour ce qui touche maintenant, on a toujours essayé d'être très conservateur, car on essaie toujours d'avoir quelque chose d'innovateur. Mais il y a des gens qui sont toujours là pour penser à la thérapie. Ils y pensent tout le temps. En outre, c'est qu'on doit regarder à comment on va aider, à comment on peut avoir quelque chose qui est antifibrotique. Vous savez, il y avait Cynthia Levy qui avait fait des études en Floride. Il y avait quelqu'un qui était en Australie. Et Lynch était la toute première personne qui était sur l'article. Est-ce que vous avez quelqu'un sur Visipmap? Et est-ce que ça fait une différence dans le genre de traitement que vous avez eu? Mais rappelez-vous, les gens ne se rappellent que d'une chose, les bons résultats. Il faut se rappeler du tout ce qui est très simple, c'est que on a regardé au fait que 20% des patients sont les mêmes. Et pour nous assurer que les gens étaient optimistes, on est bien sûr optimiste quand on a regardé au message. C'est quelque chose. Vous allez voir aux inhibiteurs oraux. C'est un inhibiteur de l'intégrine. Ils sont là, ils s'amusent, si vous voulez. Vous allez maintenant exprimer, et c'est d'ailleurs important, quand on veut engendrer des molécules qui vont combattre les fibroses. Et c'est là qu'on veut maintenant quelque chose qui faire si qu'on aura quelque chose qui va nous permettre que d'en regarder à l'étude de la colite. Vous savez, mais quand on arrête l'étude, on ne sait pas exactement si c'est le bon dosage ou pas. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui aide, mais peut-être on ne savait pas exactement pourquoi ça marche ou ça ne marchait pas, parce qu'on n'avait pas la dose idéale. Et quand on essaie de faire tout, il n'y a pas de raison. Vous savez, si par exemple le composé n'a jamais été en mesure que d'entrer dans le foie et n'a pas pu faire quelque chose, peut-être on doit ajouter une autre partie au composé pour qu'il puisse entrer dans le foie. À un certain moment, peut-être, vous allez voir l'avantage. On a ici un nouveau composé qui est intéressant parce qu'il s'est utilisé en Europe. Et là, c'est quelque chose qui a été modifié cliniquement. Et la question est que ça nous permet que de faire pousser du carbone par la voie biliaire de façon telle que maintenant, il y a moins de mal en termes de cicatrices dans la voie biliaire. Bien, car à la fin, est-ce que, oui ou non, est-ce que la bile se comporte mieux ou pas? C'est ça l'idée ici. Autre chose, c'est que quand on regarde
DCA, pour vous assurer que le pathologue n'ont pas être d'accord, même s'ils ont regardé exactement les mêmes données. C'est pas facile. C'est une autre étude qui a été faite par Rossi il y a quelques années. C'est une étude en phase 2 où on a un produit qui a été planifié au niveau chimique. Et la raison pour laquelle je vais vous le montrer, c'est parce que il y a un détail ici, où il y avait 2 doses sur quelques semaines, 62 patients, dans 27 endroits. Donc, s'il était partout en Europe, aux États-Unis, 27 endroits, c'est pas facile du tout. Et en cette étude, on a aussi un dialogue qui a lieu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour mieux faire les choses? Comment, par exemple, s'assurer que tout ceci est fait de la façon que les temps soient respectés? Vous savez, car on s'attend que la qualité du sang est meilleure. Mais est-ce que c'est le cas? Ben, on peut montrer que l'inflammation a changé. On peut aussi regarder aux marqueurs liés à la fibrose. Et ça, maintenant, ça nous permet que de concevoir une nouvelle étude, une meilleure étude de ce côté. Car à ce moment-là, il y a des autres compagnies qui ont fait une nouvelle version de tout ceci et l'ont fait en PSC, pour le CSP, pardon. À nouveau, les données étaient intéressantes, mais ce n'était peut-être pas parfait. On a vu les données sur les enzymes hépatiques. Ça a été présenté à Vienne, ça n'a pas encore été publié, mais ça a été présenté publiquement. Il y a des centaines de patients partout au monde qui ont fait partie du placebo et d'autres personnes qui ont fait du groupe témoin. Et on a planifié le tout de façon telle qu'ils peuvent voir qu'est-ce qui marche. Et si maintenant les personnes voient que ça marche, c'est rien. Les personnes veulent faire partie de l'autre groupe. Mais je peux vous dire que dès le début que cette étude n'a pas marché. Donc, ça n'a pas marché du côté. On pensait que ça allait aider avec la fibrose, mais ce n'était pas le cas. Parce que on pensait que ça allait marcher, mais les données ont démontré que ce n'est pas le cas. C'est pour ça, c'est difficile. Je pourrais vous parler de la vancomycine. C'est quelque chose qui est très sensible, il faut faire très attention quand on l'utilise. Oui, ça devrait aider les patients affligés par la colite. Bien. Il y a pas mal de données. Je veux que vous êtes engagés. Je veux que les gens posent toujours la question. Pourquoi certaines personnes sont incluses, d'autres personnes ne le sont pas? Ça, c'est une étude qu'on a fait au Royaume-Uni. Et c'était quelque chose qui était dur. On avait seulement 19 patients. On n'avait pas vraiment beaucoup de renseignements qui en sont sortis. Et même avec ces tout petits renseignements, ça nous aide. Vous savez, il y a pas mal d'autres études qui viennent du Edge, qui viennent des modifications, sont très importantes. Bon, oui, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que j'en finisse. Merci, docteur Shield. Il y a pas mal de choses pas mal de choses à dire. Et vous êtes intéressé à obtenir maintenant des courriels qu'on envoie directement à votre adresse. Bon, nous vous donnons une idée de ce qui se passe en termes d'essais cliniques et tous les essais cliniques qui sont disponibles. Et d'ailleurs, on est en train de recruter à l'heure actuelle. La prochaine personne, c'est le docteur Zhao. Je ne sais pas si le docteur Bott est ici aussi. Le docteur Zhao vient de McGill. C'est un gastro-entérologue. Il vient du programme d'épidémiologie de l'Université de Toronto. Et il va nous parler d'une étude faite par
lui-même est en bot et qui a été financé par nos financements, nous. Donc, vous dans la salle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour nous avoir invités. Et je voulais aussi vous parler de toutes les personnes qui ont financé nos études. Je pense que nos objectifs sont bien alignés avec les vôtres. On va parler de l'étude où on regarde la personnalisation de l'évaluation du risque pour les patients affligés par la CSP. Comme vous le savez, le seul traitement qui marche pour PSC, c'est la TL. C'est la greffe c'est la greffe du foie. Et c'est pour ça on ne comprend pas la gravité de la situation parce qu'on le fait quand on doit le faire. Et donc, ça peut être, on peut le faire de plusieurs façons, en de moments différents. Et donc, les patients dépendent de la donation, du don du foie. Quand on regarde nos données, donc, quand on regarde à ces chiffres, on regarde aux résultats, les dons de foie venant des personnes vivantes risquent maintenant que vous donnez des autres pathologies, car le foie pouvait receler des pathogènes. Qu'est-ce que ça veut dire que d'apprendre par les machines? C'est un algorithme qui prend des décisions en fonction des données présentes. Ça signifie que c'est très intéressant, en fait. Ça nous permet que de regarder des cas où la machine va dire qu'il n'y a pas de linéarité. C'est ça qu'on cherche avec notre algorithme. Donc, des récentes allocations ont aussi démontré que nous avons la capacité d'avoir des outils pour les donneurs et les bénéficiaires de greffe par rapport aux patients avec la CSP. Donc, apprendre un algorithme pourrait faire des prédictions plus précises et nous allons bâtir, construire de l'apprentissage automatique à cet similaire. Donc, les greffes ou les patients qui ont été censurés par rapport à l'amélioration clinique, ils n'avaient pas besoin de greffe inaudible. Donc, ils ont commencé avec le SRTR aux États-Unis. Ils ont identifié 400 000 et quelques patients décembre jusqu'à décembre 2020 par rapport à l'adoption des notes MELT. C'est important de noter que cette étude à voir avec les résultats en ce qui concerne la maladie CSP, donc des inaudibles. Je pense que c'est une diapo assez compliquée, mais brièvement, nous avons construit 3 modèles par rapport à l'apprentissage automatique, par rapport à Lazare proportionnel, par rapport au le forêt de survie. Donc, on peut avoir des arbres de décision. Vous pouvez en avoir le montant que vous voulez, puis ça génère résultat. Et puis, il y a le modèle DeepSure. C'est un réseau neural. Donc, ça mimique la fonction du cerveau humain. Chaque point que vous voyez sur cette diapo
Donc, les points que vous voyez sur le côté droite. Donc, savoir avec les neurones, ça reçoit de l'information, des données, et ça décide si ça devrait faire feu ou non. Donc, vous pouvez obtenir le montant de notes que vous voulez. C'est la décision la plus facile. Donc, nous avons aussi regardé l'index de concordance. Et en bref, comment est-ce donc, est-ce que votre prédiction est-ce que ça correspond à vos résultats prédits? Donc, nous avons fait de la division des données. Donc, c'est standard par rapport à l'apprentissage automatique. Donc, vous faites de la formation. Il y a aussi de la... Donc, nous assurons qu'il y a une validation croisée, que ça, on ne se relie pas sur le 10% des données. Donc, nous avons obtenu les deux modèles de la première étape, les plus populaires. Ils ont été entraînés aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre modèle soit plus précis? Donc, voyons voir ce que fera le CRTR si on le divise. Et puis, on a pris le modèle qui a fait un rendement, un meilleur rendement de deuxième étape. Ils avaient des variables qui partagées entre le HN et les CRTR. Donc, il y avait des complications de la cholangite. Donc, il y avait aussi le CS, le CI. Donc, nous avons aussi analysé des valeurs SHAP. Après que le modèle est bâti et construit, on divise les différents éléments pour qu'on puisse voir ce qui marche le meilleur pour votre modèle. Donc, vous pouvez voir, c'est plutôt vu dans les mâles, dans les hommes. On peut le comparer en ce qui concerne l'IMB. Donc, par rapport aux patients de l'IMR, c'était 19%. Donc, il y avait 663 jours. Donc, il y a eu des suivis dans l'UHN. On avait beaucoup de données avec lesquelles on a pu 4486 suivis et ça a pris 449 jours respectivement. Donc, c'est la première étape. Nous avons comparé les trois modèles. Donc, inaudible. Il ne fallait pas que ce soit blanc, mais c'est là. Dans l'index de concordance, il s'agit de vraiment comment la prédiction, est-ce qu'elle est précise ou non. Donc, vous pouvez voir que les trois modèles, pratiquement tous les les modèles, donc, par rapport au sodium PSC sur le LRTR, on a pris les deux qui ont fait le meilleur rendement et on a fait en sorte qu'on le mette dans des régions individuelles. Donc, c'est une diapo assez occupée. On a testé chaque chose pour chaque région. Ça nous dit qu'il y a deux régions qui ont un meilleur rendement, région 4 et 8. Je pense qu'à ce point-ci, on a fait le plus qu'on pouvait par rapport à la base de données STR. Donc, par rapport à ça, on peut voir que le rendement s'améliore encore plus par rapport à ce modèle, par rapport aux variables EHN. Et on a vu on peut voir que le rendement est beaucoup mieux, le sodium. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Donc, pour les premiers 30 jours, le rendement est bien. Et ça ne maintient pas, ça ne dépasse pas ça.
par rapport aux régions à 80%, 0,8. Donc, si on présente des variables spécifiques CSP, la chose la plus importante, donc ça améliore beaucoup. On est à 0,9 à ce point-ci. Il faut se rendre compte qu'on est en train de former 444 patients, donc ils ne partageront pas tous la même chose, inaudible. Donc, voyons voir ce qui contribue le plus par rapport au modèle, la manière dans laquelle on peut l'interpréter. Donc, le rouge, c'est une note plus élevée. Donc, on peut voir que la note MELT est la chose la plus importante par rapport à ce modèle. Parce qu'il s'agit, donc, si c'est pas le note MELT, on utilise quoi? Donc, on peut voir que ça contribue d'une manière importante pour ce modèle. Ça, c'est un exemple de patient qu'on a pris de l'UHN. Et pour vous faire voir comment ça marche, pour vous faire comprendre comment ça marche, ce patient, quelqu'un de 57 ans, il avait une note de 15, une note MELT de 15. Donc, il n'était pas prioritisé pour les donneurs vivants. Si ces patients étaient vus dans une clinique en Ontario 15, donc si vous obtenez peut-être des points d'accession, donc le note MELT n'est pas très bien. Mais si on applique un algorithme linéaire, ça pourrait vous donner une probabilité qui faire croître son IBM et IMB. Et donc, c'était à peu près 0,6. Donc, en conclusion, je pense que c'est une étude importante de conception. Donc, par rapport à MELD, n'est pas. Donc, je pense que le message, c'est que c'est pas assez. On peut faire mieux avec la technologie. Donc, il faudrait peut-être l'examiner un peu avec plus de profondeur. Donc, on pourrait aussi utiliser des facteurs spécifiques pour améliorer certains modèles. Il ne faut pas se limiter. Donc, ça devrait aussi examiner les données spécifiques pour l'harmoniser, tout ça, par rapport à l'étiologie des maladies de la foie, de foie. Donc, ça risque les alcools, les résultats par rapport à la liste d'attente. On peut prioriser les résultats. Merci d'avoir écouté la présentation. Merci beaucoup. Donc, nous avons 10 minutes pour des questions pour les 3 conférenciers et GBS, qui est le père d'un jeune qui a le CSP. Donc, il va modérer cela. Donc, ouais, le conférencier va venir. Ouais, OK. Merci. OK, merci. Commençons. Merci. Merci pour ces présentations informatives. Et donc, comment se fait-il que vous avez décidé de vous focaliser sur les maladies de foie et en particulier la CSP? C'est la première question. C'est la question la plus populaire en ce moment. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez pas m'entendre. J'ai une réponse assez facile. Donc, j'étais étudiante en médecine en Grande-Bretagne. Et lorsqu'on est une étudiant en médecine, bien sûr, on apprend la médecine. Donc, la première équipe était l'équipe de foie. C'était bien. Et puis, j'ai travaillé avec Sir Khan. Donc, il était le père fondateur des greffes de foie en Europe. Donc, c'était assez facile pour moi de décider. Donc, en fait, je me suis focalisée
sur des autres choses, pas exactement sur la CSP, mais j'ai beaucoup d'amis, Gideon en est un, et mon programme de recherche. Donc, j'avais quelqu'un qui m'a formé comme jeune sur mon équipe, donc nous sommes dédiés sur l'utilisation des outils, nouveaux outils pour intégrer des données, pour informer des prédictions universelles. Une des projets par rapport à mon laboratoire dans les dernières années, c'est de vraiment reformuler la liste d'attente et les priorisations. Nous sommes tous investis par rapport à la population CSP. Ils sont en désavantage. Donc, comme vous le savez, le sodium et la bilirubine, donc c'est un facteur de 3 comparé à l'ENR et la créatinine. Donc, ce sont des paramètres qui sont importants. Et nous savons que l'influence de certains facteurs par rapport au CSP, à la CSP, donc ça pourrait être un désavantage par rapport par rapport aux organes. Donc, nous étions très motivés pour, en ce qui concerne ce problème et la priorisation du système, pas uniquement pour les patients CSP, mais les femelles ou ceux qui étaient en désavantage. Je pense que les outils IA, donc par rapport à ces outils IA, on a cet avantage par rapport aux dynamiques en ce qui concerne la liste d'attente. Nous savons que les patients CSP ont des dynamiques significatives par rapport à cette liste d'attente. Donc, les choses elles peuvent être très stables et puis on peut vraiment réagir par rapport à bilirubin ou quoi, donc, durant des mois, quoi que ce soit, certains mois. Donc, c'est important de comprendre ces dynamiques et de comprendre comment mieux servir cela. Donc, ça fait partie de mon rôle et une collaboration clé avec le Dr. Hirschfield. Donc, je pense que j'étais dans l'IA et la recherche clinique, mais je pense que la CSP est pas bien représentée en tant que maladie. Voilà. Oui, donc moi j'ai commencé il y a 30, en 1990, dans mon programme pharmaceutique à CSF. Donc, et ma première tournée était une greffe de foie, une greffe de foie. Donc, le premier patient que j'ai vu était un patient de CSP. Il a reçu une greffe de foie par rapport à un carcinome. Ça s'est bien pas passé. Et c'est une chose qui est restée avec moi, une maladie qui était différente comparée aux autres maladies de foie. Donc, j'ai fait ma formation, j'ai fait partie de l'industrie. J'ai commencé à travailler sur les médicaments. Donc, ils ne résistaient pas, ne causaient pas une résistance. Ça s'est bien passé. Donc, j'ai fait, enfin, j'ai promovu le MASH, les médicaments PBSC aussi. Donc, j'ai travaillé sur un médicament qui sera approprié, nous espérons. Nous avons travaillé sur les études PSP. Donc, ça avait toujours fait partie de mon histoire, de mon passé clinique. Donc, il n'y avait pas de traitement. C'était difficile de s'enregistrer. Si on regardait où on pourrait faire une différence, il s'agit vraiment d'aider les essais cliniques. Donc, certaines des choses qu'on a appris avec Dr. Hirschfield, ça a beaucoup changé la manière dans laquelle on a regardé les essais dans le futur. Et puis, j'en pouvais plus. J'ai vu l'épuisement professionnel en ce qui concerne cela. Donc, voilà. C'est pour ça que je suis là. Donc, super. Donc, si certaines personnes ne savent pas, n'utilisent pas les applis, ben, essayez-vous d'utiliser les micros. Donc, voilà. Je sais que la fatigue chronique
On en a parlé. Donc, lorsqu'on a un médecin de famille, lorsqu'il parle avec la gastro-entérologue, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils comprennent qu'il y a cette fatigue chronique et est-ce qu'on peut obtenir une ordonnance pour ça, le brouillard cérébral, comment est-ce qu'on peut faire qu'on obtienne une recette pour cela? Non, c'est difficile à vous dire honnêtement. Les symptômes sont assez... Donc, les physiciens, les chirurgiens sont entraînés pour faire des choses immédiates. Donc, ils ne savent pas vous répondre par rapport à leur jour. Donc, la consultation devient très difficile parce que ils n'ont pas de réponse pour vous. Ils n'arrivent pas à comprendre les mécanismes de ça. Et les mécanismes sont encore plus compliqués parce que vous savez qu'ils ne sont pas sceptiques au CSP. Donc, il y a beaucoup de raisons pour qu'on soit fatigué ou pour qu'on ait vraiment cette, ces problèmes au niveau cérébral. Donc, en ce qui concerne moi, en tant que physicien, en fait, ils ne se comprennent pas trop. Donc, malheureusement, le docteur est tellement occupé à remplir des documents, à faire des ordonnances, et à envoyer des patients aux urgences ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent dire raisonnablement qu'ils n'ont pas le temps. Donc, nous n'avons pas les réponses par rapport aux patients, donc nous ne voulons pas en parler. Ils le voient comme ça. Donc, pour le résoudre, il s'agit vraiment de construire des relations avec vos patients. Donc, en ce qui concerne l'aspect médical et non médical. Donc, si vous si vous voyez quelqu'un, si vous visitez quelqu'un, reconnaître que vous n'avez pas les réponses. Donc, c'est pas très facile, c'est pas toujours facile. Je pas ici pour prendre le côté de l'un ou de l'autre. Donc, donc, ils peuvent pas des fois avoir l'empathie que vous voulez pour comprendre vos symptômes. Peut-être ça sera pas le cas chaque fois que vous irez les voir. Peut-être vous voulez en parler chaque 2 ou 3 fois que vous allez voir. Donc, c'est difficile d'en parler et de se sentir comme si on ne vous écoutait pas. Donc, je ne sais pas comment vous répondre. Donc, je pense que l'équilibre, je pense que vous êtes vraiment votre plaidoyer. Vous êtes votre meilleur défenseur. Donc, il y a beaucoup de ressources par rapport aux outils, par rapport à vos symptômes. L'information est vraiment très bien pour les patients. Par rapport aux docteurs, aux médecins qui ne travaillent pas tout le temps régulièrement avec les patients du CSP. Donc, il s'agit vraiment d'écrire des listes. Bon, voilà les symptômes les plus communs par rapport au CSP. Est-ce que vous pouvez répondre? Donc, voilà, c'est ça qui a lieu par rapport aux patients CSP. Donc, vous faites en sorte que vous rendez leur vie plus facile pour qu'ils puissent faire une suivi Donc, il ne faut pas sous-estimer votre voix pour vous assurer que vous obtenez ce que vous voulez, qu'on vous réponde. Il s'agit d'un équilibre. Le système de soins ne travaille pas, n'est pas idéal. Donc, par rapport aux patients et les besoins, il faut bien pouvoir comprendre ce qu'on a besoin. Donc, nous avons eu une causerie fantastique par rapport à la psychologie. Donc, nous avons entendu dire que les ressources ne sont pas là, ne sont pas en place. Donc, il ne faut pas que ce soit une psychologue dédiée. Il faut peut-être un psychologue qui soit formé par rapport aux interventions. Donc, il s'agit aussi d'un soutien de pair à pair. Donc, nous avons former certains patients pour qu'ils puissent être des conseillers pairs. Donc, ça nous a beaucoup aidé.
c'est pas si facile que ça. Donc, il s'agit de se focaliser sur ça. Comme ça, on pourra revenir ceux qui payent. Donc, voilà, ça fait une différence. On pourra leur dire, ça fait une différence. Il ne faut pas uniquement fournir les fonds pour les urgences. Il faut aussi faire en sorte qu'il y ait de psychologues. Si on n'en a pas, ça ne sera pas un vrai programme. Il s'agit vraiment de faire une plaidoirie à cet égard. Merci. Comment se fait-il que la nicotine a été considérée en tant que traitement pour le PSC? Donc, c'est une histoire assez longue. Donc, si vous êtes un fumeur, vous aurez peut-être la maladie de Crohn's. Donc, cette observation a mené à certains experts à penser et y réfléchir dessus. Peut-être ça pourrait aider. On a pensé la nicotine. Donc, le travail que fait Dr. Pat, par exemple. Donc, cet apprentissage automatique, il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe autour de nos patients. Donc, c'est pas uniquement ce qu'on pense est important et pertinent. Donc, mais si on fait en sorte qu'un ordinateur examine les données, ça va bien sûr identifier certains liens. Ça vous donnera peut-être des indices. Ça vous donnera pas des réponses, bien sûr. Par rapport aux antidépresseurs, en ce qui concerne la chondrite, je ne sais pas où ça ira, toutes ces données. Je ne sais pas où ils iront, toutes ces données par rapport aux tests sanguins, les, les, les bilirubines, etc., etc. Donc, si vous attendez à ce que ça vous fournisse avec toutes les réponses, non. Il faut bien, ce que vous devrez faire, vous en avez parlé. Donc, il n'y a pas une raison pour laquelle on ne puisse pas regarder, examiner les données technologiques. Il faut changer la manière dans laquelle nous agissons. Merci. Nous avons une question on pense peut-être que c'est assez simple. Comment se fait-il que la prurite ou les démangeaisons et la fatigue sont des symptômes? Donc, il faut les diviser en deux. Parlons des démangeaisons en premier et après, continuons. Donc, les démangeaisons ont à voir avec la maladie de foie par rapport au dommage qu'il y a dans le foie et aussi dans les voies biliaires. Donc, la bile ont des propriétés toxiques. Ça veut dire que vous ne voulez pas que le bile il y ait une fuite du bile dans votre excrément ou quoi que ce soit. Donc, si vous dédommagez cela, donc vous avez des fuites dans le système et le contenu du bile fuit et ça mène à des irritations. Donc, les démangeaisons sont vraiment savoir avec les nerfs, c'est irrité par les substances qui sont relâchées par le foie. Donc, ça irrite les fibres de nerfs, des petits nerfs. Et bien sûr, il y a des démangeaisons. Ça, ça, c'est encore pire durant la nuit. C'est une forme de douleur neuropathique. Un de nos sponsors aujourd'hui, des essais par rapport aux médicaments, ils sont en train de travailler là-dessus. Et la fatigue, c'est encore plus compliqué. Il y a beaucoup de raisons pour qu'on puisse être fatigué. Donc, ceux et celles qui ont le CSP et le SCI, ben, ça s'en va pas. Donc, ils s'en vont pas. Donc, la raison pour laquelle la fatigue est très
prévalente dans nos patients, c'est que le cerveau est là depuis longtemps, beaucoup plus que l'hôpital général de Toronto. Donc, ça peut capter comment vous vous sentez, ce qui se passe dans votre corps, des nouveaux bas d'inflammation, etc. On ne peut pas le mesurer. Le cerveau le fait depuis des années, des milliers d'années, n'importe où que vous soyez en ce moment. Donc, lorsqu'on mesure des acides bile au laboratoire, ça n'a rien à voir avec ce que mesure votre cerveau par rapport à votre corps. Donc, ça fait partie de l'évolution. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très important de reconnaître que la fatigue n'a pas à voir avec la CSP en particulier. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Nous avons fait beaucoup d'études à cet égard, c'est vrai. Donc, par rapport à la causerie psychologique, c'était magnifique. Nous sommes tous des animaux. Je suis sûre que les psychologues le savent. Donc, ceux et celles qui avaient le plus grand montant de fatigue, c'était ceux qui étaient isolés. Donc, ils avaient de la difficulté à cet égard. Donc, nous sommes des créatures sociaux. Donc, nous savoir avec la fatigue. Donc, pouvoir communiquer avec votre famille, avec les amis, c'est très important. Donc, nous encourageons les gens de faire de l'exercice. Donc, c'est vrai que l'exercice aide beaucoup en ce qui concerne la dépression, etc. Nous savons très bien que beaucoup de personnes ont fait du sport et ça les aide beaucoup. Donc, c'est mon sommaire, plus ou moins. Il y a un article qui vient de sortir ou qui va sortir bientôt qui m'a déjà fait réfléchir. C'est le rapport. Car tout le monde parle du fait qu'il y a cette question de la fatigue et c'est quelque chose qui continue, se perpétue. Il y a quelque chose de fascinant en fait là-dedans, c'est-à-dire que on a besoin, on a remarqué que le rapport n'est pas vraiment un rapport très étroit. Il y a quelque chose, il y a cette espèce de nuage dans lequel vit le cerveau qui est très distincte. Il faut comprendre toute cette question où on regarde à la constellation, à cette galaxie de symptômes, et peut-être c'est là où on peut intervenir d'une façon qui n'est pas nécessairement où l'intervention est trop invasive. Moi, en tant que pharmacologue, moi, je pense qu'il faut toujours regarder à sa question parce que ça peut résoudre le problème. On n'a plus de temps, mais on va accepter une autre question parce que la question est fascinante. Est-ce que tu peux nous discuter ta machine, comment elle peut résoudre, surtout quand on regarde la créatinine? Très bonne question. Comme vous l'avez entendu, la beauté de cette machine qui apprend est qu'il y a des variables, plusieurs. On entend très mal. Je pense qu'idéalement, on essaie que on faut essayer de comprendre que on entend presque rien dans la cabine. On faut regarder à ce que inaudible, absolument inaudible. Il y a quelque chose qui peut être modifié
On l'entend mal, à nouveau inaudible. Elle a mis le microphone devant la bouche, après elle l'a enlevé. Il y a quelque chose qui est personnalisé et sur quoi on peut prédire. Inaudible, absolument inaudible. Et ça permet inaudible. Il y a inaudible, une compréhension inaudible, alors qu'on a essayé d'attendre une greffe. Je pense donc que on doit regarder à cette machine qui apprend, car il faut prendre toutes ces variables et les considérer, cette pluralité de variables. J'étais en train de regarder au Kamash, au centre, où on a discuté de comment c'est pas possible pour le cerveau humain que d'avoir 4, 5, voire 6 facteurs variables en tête au même moment. On ne peut pas en avoir plus que ça. Il faut aussi regarder au changement d'un point de vue historique. Et un ordinateur peut être là comme étant comme un copilote pour améliorer la façon par laquelle on prend des décisions. C'est pas qu'on peut remplacer. Non, on est là pour aider les patients. Et pas seulement les patients affligés par CSP, et aussi les patients affligés par d'autres maladies. Car on doit regarder au changement par lesquels les patients passent. Ça, c'est la beauté du fait qu'on a cet algorithme qu'on applique à une machine qui apprend de façon telle que, et la réalité est que le médecin va, d'une façon, quand on regarde sous conscient du médecin, cette personne va intégrer le tout, mais l'ordinateur peut intégrer davantage pour améliorer les soins qui sont fournis aux patients. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, merci. Merci à tous les orateurs.